Action! C'est ça, Franco. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma vie. Tu vas voir que le docu va rester dans l'histoire. Ah non, mais je te dis tout de Une suite. vraie histoire. Hein. Okay. How have you been? I've been well. Good. You look good. Yeah. You know what happened? Look this way. What happened? Look this You way. don't know? I heard that you happened? got into it with Charlie Sheen. Oh, No, I'm just kidding. no, you know what happened? Like Mickey that. Rourke was telling us one night that you got in trouble, Oh, yeah? What or you that say? somebody gave you trouble. Yeah, he tried. Hold it, hold it. Qui êtes-vous? Je m'appelle Christophe Rocancourt, voilà, je suis un Normand. Mon père était docker au Havre, travaillait sur le port, famille pauvre. Ma mère faisait le plus vieux métier du monde. Elle était prostituée, entre guillemets, voilà. Et mon père était d'une nature assez violente. Il travaillait extrêmement dur et pénible. C'était pas un monde facile. Et mon père avait cette tendance non seulement à l'alcool et cette tendance à la bagarre. Mon père aimait ma mère et ma mère l'aimait, mais sans doute pas de la même façon. C'était jaloux, possessif et donc les rouages de l'alcool. Donc il y avait toujours ces disputes. C'était un monde violent. Et je pense que ma mère avait des circonstances atténuantes. Ma mère n'a jamais eu cette attache avec ses enfants. Mon père a essayé, je sentais quand même malgré tout l'amour de mon père et à la fois la souffrance de mon père. Mon enfance, elle est extrêmement difficile, pauvre et sans moyens. Donc on est à l'école, on est un peu les rejetons d'une société. Vous étiez un peu complexé lorsque vous étiez enfant? Pas complexé, j'étais quelqu'un d'assez renfermé sur moi-même, pas très parleur. Donc je m'échappais, je rêvais, je me disais qu'un jour ça serait meilleur. Ça l'a été. Alors on est à Conteville dans l'Eure. Ça c'est le presbytère, c'est là où j'ai grandi étant petit. J'allais au catéchisme avec l'abbé Renard. Il n'est plus de ce monde. C'est devenu une mairie maintenant, ça? C'est devenu une mairie maintenant. Donc la caravane, elle était là, avec ma mère. Et l'abbé Renard, il sortait pour nous donner à manger à l'époque. Ici, là, sur ce parking. Ouais, sur ce parking. Ça te fait quoi de revenir ici? J'y reviens tout le temps. Ah ouais? C'est les pieds sur terre. Je venais à la messe ici. J'ai baptisé mon fils ici. J'étais baptisé ici. Mes oncles c'était leur dernière demeure avant qu'on les enterre. Alors, l'incident du bout de doigt coupé, je vais au monument aux morts avec mon grand-père. J'ai ma mère qui vient avec un de ses amants. Je la vois, donc je cours vers elle. Elle est en voiture. Et je parle à ma mère et je mets la main sur la portière. Et comme ma mère avait une bienveillance extrême à mon égard, elle veut partir, elle ferme la porte et donc il y a mon doigt et à la roue et elle part. On m'a emmené à l'hôpital après, on a attendu un peu, donc ça a commencé à se terminer mal. Et donc on m'a emmené à Pont-de-Mer et on m'a coupé le doigt.
C'est une cicatrice aussi morale que vous avez eue à ce moment-là, non? Alors elle est à la fois douloureuse, mais ce qui est encore plus douloureux, c'est de savoir que ta propre chair est capable de faire ça. Tu en veux toujours à ta mère pour ça? Ma mère m'a donné la vie, donc je n'en veux pas. On était pauvres, hein, on n'avait rien, nous. Donc on était très pauvres. C'était la belle-mère qui nous donnait à manger, et voilà, on était absolument... On n'avait rien. Oui, on est placé au foyer de Saint-Germain-Village, donc on apprend à dormir dans un lit. Et ensuite, on a été placé à la DAS, donc on a été dans les structures de l'État et on vivait donc dans un pensionnat. Quand on démarre comme ça dans la vie, on peut que partir vers le haut. Hein. Plus bas, je crois qu'il ne pouvait pas aller. Ça l'a endurci tout de suite. Il a été très dur parce que bon, quand on a les parents qu'il a eus, je sais qu'il aimait son père d'ailleurs. Il y a quelque chose qui nous rapproche. Son père s'appelait Daniel, comme moi. Et ça, il me le dit souvent d'ailleurs. Même en vieillissant, on se rend compte que l'enfance, c'est la détermination de ce que tu vas être plus tard. Et si tu ne l'as pas, tu peux faire ce que tu veux dans ton cheminement d'homme ou de vie. Il y aura toujours ce gap. Lorsque je regarde mon parcours de petit homme que je suis et d'où je viens, si la main de Dieu n'avait pas été avec moi, on ne serait pas en train de parler. Je suis parti, j'ai fugué, j'ai pris le train en fraude, je me suis retrouvé arrêté par la gendarmerie, en garde à vue, très très jeune. Après, je suis parti au foyer de délinquants à Évreux, à la Madeleine. Mais j'ai jamais aimé cette condition d'orphelinat. C'est un peu le milieu carcéral, différemment. C'est quelque chose d'extrêmement difficile puisqu'on n'a pas de père et de mère. En réalité, ce garçon s'est fait une structure seule. Il n'a pas, comme tout un chacun, comme vous et moi, bénéficié de l'exemple de ses parents. Il a plutôt bénéficié de leur contre-exemple. Il a dû se faire une enfance tout seul. Cette enfance difficile, oui, elle l'était. Elle peut permettre de comprendre. Et elle ne donne pas une excuse au préalable vis-à-vis de mon choix de vie. Le choix de vie, je l'ai fait. Cette enfance, qu'on peut considérer comme particulière, lui a donné des armes que personne d'autre n'a. C'est très courageux ce que vous dites, je trouve. Parce que beaucoup de gens se servent de leur enfance pour excuser. Je m'en suis jamais servi aucunement, nulle part. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Et donc moi, j'avais toujours cette vision un peu plus grande de me dire, bon, avec Paris, il y a des choses qui bougent. Donc je prenais le train en fraude et je suis monté à Paris. Alors, pour rester à Paris, la complication où tu vas dormir. Donc, au départ, je dormais dans le métro. Je prenais le dernier métro. Et j'ai eu la chance un jour de rencontrer un copain qui s'appelait Gérard. Il m'a pris un peu sous son aile et m'a commencé à me faire découvrir certaines mondanités. Il me sort, c'est le dandy. Alors moi, bien évidemment, je patauge. Je n'ai pas ces codes, puisque je suis un bourru de ma campagne. Mais je regarde, j'apprends. Et c'est là que je commence à comprendre qu'il y a un peu d'argent. Je cherche toujours à trouver un petit peu, à essayer de faire un peu d'argent. Moi, j'ai connu la grande époque du palace. On était dans le Pompélope. Hein. C'était l'époque de la vraie fête. Le milieu de voyous pouvait fréquenter, il y avait des portes ouvertes, il y avait encore cette bienveillance qui, aujourd'hui, malheureusement, a disparu. Il y a des gens, ils ont besoin de se fréquenter des mois ou de regarder. Je crois que j'ai cette facilité de savoir qui est qui. Mais ça, c'est la nature humaine. Je crois que je la connais un peu. C'est dû à ma petite enfance. Je pense que ma qualité première, c'est l'instinct. Être capable de prendre le cheminement et de se sentir. Mais l'instinct est primordial. Il se travaille, il s'améliore. Je ne sais pas s'il se travaille. Je pense que on en revient à cette petite enfance. Puisqu'on n'avait pas le choix de survivre. On aurait pu mourir. Puisqu'il y avait cette telle négligence vis-à-vis de nos parents. On était livrés à nous-mêmes. Donc je pense que ça développe chez toi cette résistance. Qui me servira après dans le milieu carcéral d'ailleurs. De le voir comme ça, c'est facile. Mais le manteau, c'est pas nous qui le portons, c'est lui. C'est lui qui a vécu, qui a fait sa vie, c'est lui qui a enduré tous ces passages. Moi, mes deux ressorts, ils étaient là. Ou mourir ou vivre. La main de Dieu a été de mon côté puisqu'il m'a laissé vivre. Comment démarrent vos premières affaires? L'immeuble d'Auteuil dans le 16e. C'était la fille d'un préfet. J'avais vu cet immeuble dans le 16e quand ses parents étaient propriétaires. Il faudrait que je fasse de l'argent et puis sans prendre de risque que ça l'impute elle-même. Le notaire, j'avais regardé. Donc j'avais tous les éléments nécessaires. Et j'ai pris le down payment. À l'époque, c'est 500 000 francs, donc qui était déjà de l'argent. Elle n'a jamais été embêtée, l'immeuble est toujours à elle. J'ai jamais payé le coup pour ça. J'avais un copain qui me devait de l'argent.
et il me donne en dollars. Le soir, on fait la fête, il nous donne en dollars. Mais moi, je savais pas que c'était des faux. Sinon, vous vous doutez bien que je suis pas l'idiot du village, je vais pas payer. Donc, je fais ma garde à vue et je suis déféré devant un juge. Et dites-moi, qui est-ce qui vous a remis l'argent? Je dis, mais je me rappelle pas. Il me dit, vous vous rappelez pas? Détention. Donc, j'ai fait la détention. Lui, il n'a pas eu le courage j'ai rien dit. Et lorsque je suis sorti, j'ai fait le voir. J'ai réglé ce que j'avais à régler. Il y a des règles, il faut les respecter. À l'époque, j'avais déjà l'OCRB et la BRB qui dormaient en bas de chez moi. Comme j'étais soupçonné à l'époque de braquage, je les vois. Je vois qu'ils sont dans la voiture. Je me lève vers 4 h du matin, je n'allume pas la lumière. Je paye un copain, je pars en Porsche en Allemagne. Je décide de partir sur l'Amérique. Et je lui laisse la Porsche à l'aéroport. Je lui dis, ça c'est cadeau, je ne reviendrai pas. Et donc je pars sur Los Angeles sans connaître un mot d'anglais. Et je me dis, je vais tenter là-bas. Vous arrivez à Los Angeles, vous connaissez personne? Non, absolument personne. Je prends un petit motel, pas très cher, et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc j'essaye de me repérer et je me renseigne. Il y avait des Français, et donc j'arrive à trouver un café français, Maurice Azoulay, qui est toujours mon ami. Et je sympathise avec lui, il comprend que je suis un peu en cavale. Hein. Il me dit, écoute, ici tu auras toujours un couvert et je te mettrai un petit billet chaque semaine. Je commence à côtoyer le milieu français, donc je parle français, donc hein, je commence. Et un jour, je m'en vais à Bar One, qui est un bar très branché. Je vais au vestiaire, je vois une blonde magnifique en train de fumer un cigare. J'essaye de parler, et donc j'avais mon copain qui était français, je lui disais traduire. On commence à se côtoyer, et donc obligatoirement l'envie de parler anglais. L'amour me fera commencer à parler anglais, puisque je veux parler avec elle. Elle me prend par la main, elle m'entraîne pour que je la suive. Et là, je suis tombé amoureux. Cette fortune à l'américaine. Et donc je regarde et je me dis quand est-ce que je vais pouvoir faire une bonne affaire. Le bon Dieu, entre guillemets, ou le diable, me mettra sur le chemin. Il y a une villa qui est à vendre à Bel Air, à un prince saoudien. La femme qui était agent immobilier était libanaise. Et je discute avec elle, je sympathise avec elle. Je lui dis ça m'intéresserait de l'acheter. Donc je dors 2-3 nuits dans cette villa et je comprends. Et en fait, la villa, je la vendrai. Là, je commence à faire vraiment de l'argent. Et pareil, j'ai pas payé ce coup-là. Je suis dans les 2 millions, je commence à monter. À partir de ce moment-là, dès que j'ai eu ce ressort financier, les rois, je les avais, donc je commence à me positionner, voiture, jet, je commence pour taper vraiment des vraies affaires. Et après, je suis monté en crescendo et l'épopée reconcourt à l'arrêt. Happy New Year. Thank you. Happy Christmas. Where's the girls tonight? I don't know. I have to. I might drive by to Florida. Oh, hold on. Let me sweat. Hold on. Je commençais à me demander toujours comment je faisais de l'argent. Donc j'avais fait de la boxe étant jeune au ring Domini. Là. Je fais de la boxe, je m'en vais pour préparer les championnats du monde. Je dis à Charles Glenn, écoute, voilà 1000 balles. Tu lui dis que j'ai gagné par KO et on commence l'histoire. Et comme c'est un vénal, il prend les 1000 balles et il dit voilà, par KO et on fait la fête et personne ne vérifie. Aujourd'hui, ça serait impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait à cette époque, c'est une impossibilité. He could charm anybody. He also had the ability to have lots of friends in the Los Angeles area, including Hollywood figures. He was very well known. Wherever we went, people would come and hug him and kiss him. Je suis le playboy où tout le monde veut être avec, les bouteilles de champagne coulent à flot, Van Damme est là, Mickey Rourke est là. This guy's gonna bring you back, baby. Whose car was it before? 35 Who? Oh, those. You're fucked. Tout le showbiz me dit bonjour, je vais aux Oscars, je vais au parti de Vanity Fair avec Elton John, Mohamed Ali. À l'époque, j'ai $2 millions en parking de voiture. Je suis déjà monté de temps haut. You had a tendency to believe anything he said, no matter how outrageous it might be. You wanted him to like you. So it was just a very friendly type of guy. Je paye pas le coup pendant toute cette période. Qu'est-ce que vous appelez pas payer de coup? On m'arrête pas, je fais. Mais ça dure des années quand même. Le déclencheur de toute cette histoire, et on se connaît aujourd'hui médiatiquement par rapport à ça, c'est Benny le jour où il se fait arrêter et qui donne mon nom.
Sinon, j'ai pas de procédure pénale. Je suis déjà sur la reconversion, sur la rédemption, sur le nettoyage. Benny, il avait travaillé pour Paul Narev, c'était un indique de la police. Et lui, je l'aide, et donc il vient un jour chez moi, il me demande de l'aide parce qu'il était à Pailleul, et comme il prenait de la coke, un jour, il se fait arrêter. Au lieu de dire, je vais payer la caution, Benny raconte à George Muller en lui disant, bah écoutez, je connais quelqu'un. Au départ, ça me paraît un peu bizarre. Et ils vont voir au Beverly Wilshire dans le parking de voitures. Ils voient donc Ferrari, Aston Martin, mais ils voient surtout l'étage. Le State contacte le FBI et le FBI se met sur moi. C'est pour ça que ça devient fédéral. C'est comme ça que l'histoire se passe. S'ils n'arrêtent pas Benny et qu'ils ne parlent pas de moi, il n'y a rien qui bouge. La France en a parlé, tout le monde en a parlé, escroc de star, écho. Quelle star a été escroquée? Donnez-moi-en une. Voilà. Et la France... les journaleux, pas les journalistes, sont partis dans ça. J'ai eu aucune partie civile. Il a eu une enfance très difficile et il savait qu'il fallait qu'il se batte pour avoir un minimum. Et quand on a un minimum, on veut un peu plus et chaque fois un peu plus. Il est arrivé quand même presque une main devant, une main derrière. Et il faut quand même faire de sacrées pirouettes pour en arriver où il est arrivé quand même. C'est pour ça que c'est un personnage quand même assez exceptionnel. His ability to convince people of the believability of what he was saying. And people believed him. He could pull off these schemes and be liked. I think his French accent helped him. It made him again charming. Van Damme vient prendre un petit déjeuner. Il est avec Mickey Rourke, on discute avec Mickey au bar. On commence à se côtoyer et on se côtoie de plus en plus. Et Mickey avait ce côté un peu de la rue, hein. Boxeur, un peu marginal, fréquentant la mafia. Bien évidemment qu'il savait que je tapais et que je faisais des affaires puisqu'il était avec moi à New York. La raison de la fâcherie entre moi et Mickey, elle est très simple, hein. On boit du champagne, deux gars des gangs qui parlent à Mickey, qui prend la bouteille de champagne, qui se sert. Et Mickey c'est quand même un Golgoth, hein. C'est pas... Il aimait bien se taper. Et je le vois qui bouge pas. Puis à un moment, j'attrape la main du mec et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, enlève ta main, sinon t'es un homme mort. J'ai pris la bouteille, je lui ai mis en pleine tête. Bagarre générale. On m'a dit que c'était le chef du gang des vendeurs d'héroïne. Je suis le dimanche soir, je m'en vais avec le Hammer que j'avais acheté à Dodi. Je suis en train de rouler et à un moment je vois une voiture, une Honda Civic blanche passer sur le côté, qui me klaxonne. Je vois 3 mecs dans la voiture. Je regarde derrière, je vois qu'il y a une voiture qui me colle derrière. Il y a le feu rouge, je le mange, je sors le Glock, je le mets là. Et le gars me klaxonne pour que je tourne la tête. Je vois le gars passer avec l'arme pour aller sur le côté. Donc je ne me tourne pas pour qu'il ne m'allume pas sur le côté. Il voulait me faire en deux. Me prendre là, et si moi je me retournais, il me faisait sur le côté. Lorsqu'il est arrivé, je l'ai allumé. Je suis devenu fou. Je suis sorti pour faire les autres. Une adrénaline comme il n'y a pas, bien évidemment. C'est pas une question de peur, c'est une question d'adrénaline, mais c'est une question de fonctionnement. Si j'avais pas niqué à ce moment-là, il m'aurait buté. Je suis déterminé sur l'histoire. Donc je le fais. Je m'en vais pour faire les autres, mais j'ai plus de balles. Tout va très vite, hein. Je défonce le portail qui est sur le côté, mais je sais pas où je suis. Je le défonce et je sors, je quitte le Hammer. Et là, je suis dans le parking de la police. L'endroit où il ne fallait pas être. La police me prend en chasse. Il me court après. Et je me rends. Et donc, j'ai l'avocat qui vient me voir et
L'histoire commence. Il y a Mike Tyson qui vient me voir. Ils me disent que Mickey ne paiera pas la caution, alors que je viens de lui sauver la mise. Dès que je suis sorti, j'ai été voir Mickey Rourke. Et je lui dis au nom de ce qu'on a vécu, je te laisse, mais si un jour j'ai une autre histoire avec toi, je te tue. Voilà. Et j'ai jamais reparlé à Mickey. I like this. Yeah. Now to all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club. Je suis au Caroline Hotel à New York. À l'époque, je faisais mon checking sous le nom de De Laurentiis. Je monte dans ma chambre, on m'appelle, on me dit il y a votre sœur qui est là, Rafaela De Laurentiis, qui elle était vraiment De Laurentiis. J'ai dit sympa, donnez-moi la chambre, donc je l'appelle dans la chambre. J'ai dit c'est drôle, on a le même nom, et je discute avec elle. Donc j'ai dit elle me dit ah oui, d'accord. J'ai dit bah à l'occasion, il faudra se rencontrer. Mais c'est drôle, on a le même nom. J'ai raccroché, donc ça c'est passé. Toujours l'anticipation et la rapidité de. À l'époque, je vivais déjà au Plaza. Et c'est là que je rencontre M. Wang. Il avait une enveloppe qui était là. Et à l'époque, j'étais avec Mickey. Je ne le connaissais pas, je ne lui avais jamais parlé. Et je le regarde et je dis à Mickey, je me dis celui-là, je vais le taper. Je remonte dans ma suite, qui était la suite présidentielle, où il fallait une clé pour un ascenseur. Le bon Dieu me l'a envoyé, je ne sais pas comment il est monté, mais il est monté, il est arrivé à mon étage. Et il a frappé à ma porte. J'ouvre et j'ai repensé à ce que j'avais dit. Donc il me dit, excusez-moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, c'est un étage privé. Ah bon? Commence à engager la conversation. J'ai dit, il me dit, est-ce que je peux regarder? J'ai dit, oui. Donc il y avait le piano en haut, il y avait cette suite qui était merveilleuse. On échange les coordonnées et ça en reste là. J'avais une Bentley verte à l'époque. Je m'en vais balader sur la 5e et je vois un immeuble en construction. Je sais pas pourquoi, je dis au chauffeur, arrêtez-vous, je voudrais voir ce qu'ils font. Donc je rentre, on refait pour faire des bureaux et tout. Ah, je dis, ah bon, et ça sera à vendre? Oui, ça sera à vendre. Et je me dis, tiens, ça serait un bon immeuble à lui vendre. Je rappelle Mr. Wang et je lui dis, écoutez, vous cherchez dans quoi? Il me dit, je cherche l'immobilier à New York. Je lui dis, écoutez, je peux pas vous dire tout de suite, mais j'ai un immeuble. Ah bon, ça m'intéresserait, tout. Bon, je lui dis, écoutez, on en reparlera, on se prend un verre, on en discutera. Et moi, j'approfondis l'histoire de l'immeuble. Je revois M. Wang, on discute. Je lui dis, écoutez, venez avec moi, je vais vous faire voir l'immeuble. Je le prends dans la Bentley, je lui montre, et je lui dis, voilà, cet immeuble-là est à moi, je vais le vendre. Il me dit, oui, mais écoutez, ce serait bien aussi, est-ce qu'on pourrait transférer de l'argent et on peut en passer un petit peu en... Je dis, oui, mais on parle de quel montant? Il me dit, le nombre de millions que vous voulez. Je dis, écoutez, je vais y réfléchir. Mr. Wang repart sur Hong Kong, et moi je laisse Mr. Wang dans l'oubli. Et je sens cet empressement chez lui. Ses appels sont réguliers. C'est un talent qui consiste à très vite comprendre, se mettre à la place de l'autre et effectivement exploiter les faiblesses de son interlocuteur. Il est comme tout un chacun. Un écrivain qui a un talent ne peut pas faire autre chose qu'écrire. Et peut-être que l'expression de Michel Denisot, celle d'un braqueur de cerveau, est la plus adaptée à la qualification de ce talent. Bon, écoutez, je suis prêt à le vendre. Voilà l'avocat. Donc j'avais fait monter une société. À l'époque, il fallait verser 10% pour avoir le changement de tas de... Et là, ça va être le moment de le taper. Je prends un Gulfstream fort du New Jersey, un deuxième pour le personnel. Donc à l'époque, c'était 150 000 pour aller sur Hong Kong en un vol. Je le préviens que j'arrive, je descends de l'avion, et un peu plus loin, il y a le deuxième qui est en arrivée, juste à côté du runway. Il me dit, bon, on va y aller. Je lui dis, attendez, j'attends le personnel. C'était le deuxième. Et donc, il avait préparé à l'époque 17. 17 millions. Voilà. Je viens avec les gardes du corps, je monte dans l'hôtel. J'avais le palpitant un petit peu, un rythme cardiaque un peu plus élevé. Et il me dit, bon, voilà, il y a cet argent, on va recompter alors avec des machines. Je dis, non, c'est pas nécessaire. Vous êtes sûr? J'ai donné ça au garde du corps. Donc le garde du corps repart avec l'argent, remonte dans le deuxième G4 et repart sur l'Amérique. Les 17 sont partis. Moi, je reste sur place. Bien évidemment, Mr. Wang n'a jamais revu au concours, ni les 17 millions de l'époque. Alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que
Moi, à un moment, je me suis dit, peut-être me mettre un contrat sur la tête. Donc à New York, je m'étais équipé, garde du corps armé, voiture blindée, enfin, parce que je me disais, bon, là, ça a quand même remué un petit peu. Je voudrais pas qu'on y voit un trait du destin de ma part, parce que c'est pas le cas. Mr. Wong a eu un accident d'hélicoptère. Il est mort. J'ai eu les 17 millions sans inconvénient. Et il n'y a jamais eu de plainte de sa part? Jamais. Non. On parle de quelques mois, là. On est sur du long range. On n'est pas dans la... C'est pas de l'escroquerie à la précipitation, là. On est sur du... Quand il y a quelqu'un qui arrive avec 2 avions à 48 millions chacun, il vous voit à New York, au Plaza, dans la suite présidentielle, en Bentley, il se dit pas, ce petit schnappant est un voleur. Lorsque vous prenez 2 jets pour arriver à Hong Kong, 300 000 euros déjà sont partis, plus le personnel, etc. Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Vous avez perdu 300 000. Bien évidemment. D'accord. On n'attrape pas les abeilles avec du vinaigre, mais avec du miel. Donc pour vous, ça fait partie de... C'est un investissement. D'accord. Et donc il faut que ça marche, parce que sinon vous avez... Non. M. Wong faisait partie des dossiers. Ah oui. Le classeur était bien rempli. Et vous entraînez, vous répétez avant? Non, jamais. Je suis dedans. Vous n'avez pas peur que les gardes du corps, lorsqu'ils ont pris l'argent, ils sont partis sur le premier jet? Non. C'était quoi vos garanties, entre guillemets? À ce niveau-là, ils savent qu'il n'y a pas d'échappatoire. Si tu pars avec 17... peut-être un fou à l'époque comme moi aurait peut-être tenté l'aventure, mais eux sont un peu, disons, plus raisonnables que je l'étais. Ouais. C'est la cupidité des gens? Est-ce que c'est... C'est une chose et une seule. Christophe Rocancourt exploite la vanité des gens. Et j'ai souvent raconté que c'était le chat qui voulait jouer avec la souris avait mangé le chat. Tout le monde me demandait toujours à chaque fois qu'est-ce que vous faites dans la vie, d'où vous avez tout cet argent, et j'avais compris que ça devenait problématique puisque je venais en hélicoptère, puisque je dépensais à ne pas compter. J'étais dans les Hamptons et un jour je vais dans une salle de sport et bien évidemment la personne me dit bon quel est votre nom? Une fois de plus, j'ai signé Rockefeller. But here's a Frenchman coming over, claiming he's an heir to Rockefellers. Rockefellers, of course, are an American dynasty. There's French guy says, oh, I'm, an heir to the Rockefeller fortune, or I'm related to the Rockefellers. Les gens étaient là, Rockefeller. Donc on est parti comme ça. Est-ce que personne se pose la question? Oui, puis c'est ce côté... Rockefeller avec l'accent français. Oui, ce qui aurait été la base. Je le dis à juste titre, il y a peu de gens qui s'intéressent à l'autre. L'accent français, je suis dans les Hamptons, tu dis Rockefeller, bon, on va regarder. Les gens n'ont rien à foutre. Ce qu'ils voient, c'est ce que tu dépenses. Des imposteurs, comme moi je l'ai été, à différents niveaux. Racontez-nous cette histoire d'hôtel qui n'a pas été réglée, qui a entraîné un petit peu à votre chute. Oui, non, mais c'est pas l'hôtel qui n'est pas réglé. C'est pas ça l'histoire, puisque j'ai pas de problème de régler d'hôtel. C'est que je me fais arrêter, et donc l'hôtel n'est pas réglé. C'est pas l'inverse. C'est que je me fais arrêter entre-temps. Et vous faites arrêter pourquoi? Parce que j'avais une fiche. Donc c'est ça, l'histoire elle commence de là. Ils avaient une suspicion sur moi. Et donc, ils m'arrêtent, et quand ils m'arrêtent, ils me demandent mon nom. Et moi, je dis Fabien Artouno. J'avais un passeport Fabien Artouno. Vous avez eu comment? Je l'avais eu à l'époque, par les biais du miracle. J'ai 2 choses qui me sauvent la mise. C'est que j'ai l'avocat de John Gotti, Bruce Cutler. Le policier, je lui dis, il me dit, vous avez le droit à un appel d'avocat. Donc j'ai là. Mais je lui dis, bonjour Bruce, je comprends pas, qu'est-ce que je fais là? Moi c'est Fabien Artouno, tu te rappelles? Ils ont le doute, donc ils me font les empreintes. Ils attendent le retour du FBI. Et lorsqu'ils me font les empreintes, j'ai une caution entre-temps. Mon avocat demande un bail. Et donc j'ai une caution de 50 000. Donc je rentre en prison sous le nom de Fabien Artouno. J'ai un ami à moi qui vient payer la caution. Au revoir, plus belle évasion, ils m'ont jamais revu. Et donc c'est après, plus tard... Après, les empreintes sont arrivées, Rocancourt. Voilà. Donc je me suis évadé de l'intérieur. Ils m'avaient, mais ça les a rendus fous, ils m'avaient à l'intérieur. Et je suis parti. The audacity of what he did,
pretending to be a Rockefeller. Comment est-ce que ils choisissent d'avoir des soupçons sur vous? Le Rockefeller n'a pas aidé, je pense, dans cette histoire. Ah oui. J'appelle mon avocat et il se renseigne si c'est bien Bruce Cutler, mon avocat. Bruce Cutler qui confirmera bien que je suis Artouno Fabien. Et là, toi, tu l'appelles, tu lui dis... Je lui dis c'est Fabien Artouno. Et lui, il comprend. Il comprend que c'est moi et il comprend que je suis dans la merde. Et il sait ce qu'il encourt, donc il m'arrache comme ça. Sinon, j'étais mort, j'étais plié. Ce qui est intéressant, c'est que si Bruce ne dit pas oui, Fabien, au flic, je suis mort sur place, je suis cuit. Puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui tient. Donc ce qu'il fait, c'est ça. Donc le flic s'est dit, bon, si Bruce Cutler, avec la renommée qu'il a, avocat de Spencer, de John Gotti, etc., un des plus gros pontes de New York en tant qu'avocat, dit qu'il connaît, ça fait la voix. Merci Bruce. Mais ils n'avaient pas les empreintes, donc j'ai eu une caution en attendant. It is so incredible that someone would dream up such a story. You know, the bigger the lie, the more believable it becomes. And so the media picked up on that ability of his. L'histoire au concours commence. Most Wanted, le FBI, enfin, ils y vont, là. Je quitte les Hamptons, je quitte New York, je pars sur Los Angeles, je me mets en cavale direct. Vous n'allez pas au Mexique? Après, mais je fais déjà Californie. Donc je comprends qu'il ne faut pas que je reste sur l'Amérique parce que tout s'enclenche, tous les médias américains de l'époque, sur toutes les télés. But in real life, how does a person convince so many smart, successful people that he is someone who he in fact may not be? The answer in a word, practice. So, when Christopher Rockefeller landed in the Hamptons, who could blame the well-to-do for inviting him into their lives? Who cared if this heir to an American fortune spoke with a French accent? Calling him charming and fascinating. And he notes that Rocancourt is, quote, committing suicide in the most beautiful way. Cette cavale, elle est restrictive, elle est extrêmement dure, puisque je comprends que ça a pris une ampleur, même moi, j'en suis dépassé. Là, vous avez peur ou pas? Je suis inquiet. Peur, une évidence, mais inquiet. Parce que là, c'est fini. Chaque policier a ma photo. Et c'est fédéral, c'est pas juste fédéral, FBI, oui. Dans tout le pays. Oui, fédéral. Plus Interpol. Je m'en vais au Mexique. Vous allez comment en voiture? Voiture, je fais LA San Diego, mais l'entrée du Mexique, elle n'est pas compliquée. Ouais. Et vous restez combien de temps au Mexique? 2 mois, mais j'en peux plus. Je supporte pas le Mexique. J'en ai marre, donc je redécide de revenir sur les États-Unis, là où je suis le plus recherché. Je repasse de nouveau la frontière. American citizen, yes, yes. Et là, je pars du Mexique sur Los Angeles. Los Angeles, je vais l'opposer. Seattle, pour le Canada. Et je repasse. Donc, je fais tout l'Oregon, enfin, hein, et j'enquille à la frontière canadienne. Quand je suis entre Canada, je me suis dit, c'est un peu moins... Mais non, c'était pas moins, puisque je rentrais dans les derniers tabacs, je voyais ma photo sur Vanity Fair. Je me suis dit, ça s'arrêtera jamais. Et effectivement, ça s'est pas arrêté. Pour pas aller en prison, on se fait oublier, quoi. On s'éloigne. On s'éloigne de la zone de turbulence, on va dire. Donc, on met des kilomètres entre nous et les services. C'est pas qu'on a peur, parce que la peur n'évite pas le danger, de toute façon, mais on est un peu angoissé, quoi. Parce que quand on est en cavale, on sait que s'il y a un souci, on sait où on va. On va, c'est la casse-prison directe. On regarde les actualités, il y a beaucoup de gens qui ils se sont rendus d'eux-mêmes après même des 10, 15 ans de cavale. Ils en peuvent plus. C'est dur, il faut plus voir sa mère, plus voir son père, sa famille. On est coupé de tout. S'il y en a une femme et des enfants, parce que c'est là que vont attaquer les services de police, la famille, c'est grillé direct. Financièrement, donc votre argent, vous le planquez en espèces, vous le mettez, vous organisez comment? On m'alimente, on apporte. J'ai de bons amis. Vous saviez que vous alliez être arrêté tôt ou tard ou pas? C'était une obligation. Ouais. Ça avait pris trop de poids. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire dans le parcours d'une personne comme moi, c'est en ayant les US Marshals et le FBI et Interpol, d'avoir vécu une si longue cavale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui tiennent 2 ans de cavale comme ça. La seule question que j'ai, c'est est-ce qu'ils vont pas me buter Vous dites ils, les autorités? Oui, oui. Je pense que si j'avais pas eu cette notoriété, ce côté populaire en Amérique, ça avait été un peu plus isolé. Je pense qu'ils m'auront fait. Je leur ai mis la rage. Ils n'ont pas aimé le petit Frenchie qui se balade comme ça.
C'est ce qui vous a sauvé quelque part. C'est ce qui m'a sauvé. Le public. Le public américain a toujours été enclin à la bienveillance. Ça a plu, l'histoire a plu au public, hein. Le gouvernement un peu moins. That Rockefeller did in the Hamptons. But Mueller knew his real name, one that would impress no one. Christopher Rocancourt. He told people that he was the nephew of the film producer Dino De Laurentiis. So many people that he wanted to scam in the movie industry. Ah, Georges Muller. Georges Muller, c'est, comme disait 60 Minutes, c'est l'inspecteur Javert. Lui a eu toujours cette fascination de me poursuivre et d'aller sur tous les médias américains en disant j'ai arrêté Christophe Rocancourt. Muller ne m'arrête jamais. Il va sur tous les plateaux de télé en parlant de moi. Vous l'avez jamais rencontré? Non, si. Après, il est venu me voir au Canada. Il avait une obsession sur moi, puisque je lui avais dit la chasse est ouverte. Donc il diffusait mon visage. Et il y a quelqu'un qui me reconnaît et qui appelle l'autorité, les RCMP. All units be advised. Your driver matches description of felony evasion suspect reported by districts 2 and 3. Suspect is a high flight risk. Use extreme caution. Driver is in custody. Les RCMP préviennent les autorités américaines, donc US Marshal et FBI, tout le monde vient, et que Rocancourt se fait arrêter, c'est tout. Une autre aventure va commencer, mais celle-là va être plus compliquée. Adieu la liberté. Il va falloir payer l'addition. Là, vous sentez que vous partez sur un long... Je sais que je pars pour des années, oui. À la fois, ce qui paraît bienveillant, au point de vue justice, ils ne le voient pas de la même façon. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en cavale? Comment on dort? Comment on respire? Comment on vit? Alors en cavale, on dort très mal. On est toujours à l'affût, on se réveille très tôt le matin, on dort pas beaucoup la nuit. Pourquoi très tôt le matin? L'heure fatidique pour les services de police, c'est 6 heures. On a tendance à se réveiller à 5 heures pour faire quelques petites vérifications, pour voir comment que ça se passe autour de la maison, pas changer d'endroit pour dormir très souvent, et c'est stressant. Moi, j'ai parlé avec des gens qui sont restés longtemps en cavale, c'était presque un soulagement quand ils se faisaient arrêter. Tell us about all these extradition process, please, Victor. Well, the concept was, obviously, the federal government in New York had a very strong case against him, and given his notoriety and all of the alleged frauds that he had committed, they could have gotten a much lengthier sentence. So we were able to leverage the fact that he would agree to return to the United States, plead guilty in California, and in return, the federal government would agree to a sentence of less than 5 years. We leveraged all of his potential problems into one sentence. The government did not then have to go to a lot of effort to bring him back into the country. They didn't have to prove the case separately in different jurisdictions. So it was a question of using the best tactics to get him the least amount of time. Combien de temps après vous êtes extradé? Je suis extradé 1 an et demi après. Ah, quand même? Pourquoi ça a mis autant de temps? Parce qu'on passait, mes avocats négociaient pour mon extradition. Comme l'Amérique voulait absolument m'avoir pour finir cette histoire, nous on a pris ça comme levier. Je dis, moi je me battrai jusqu'à la fin, donc 10 ans. Et donc les avocats ont été voir le district attorney et lui ont dit, bon voilà, il va se battre jusqu'au bout et cette histoire va pas être réglée. Donc il y avait ce côté embêtant pour l'Amérique, puisqu'ils voulaient quand même terminer, ils voulaient m'amener devant le tribunal, ils voulaient que cette histoire soit close. Et donc au départ, ils proposent 12, 10, et on arrive à 5. Et quand j'en prends 5, je me dis, bon, c'est mieux que 10, c'est mieux que 12, c'est mieux que 100. The case is closed. Et on attendait qu'ils mettent le coup de marteau pour être sûr que ça soit bien terminé. Et je me souviendrai toujours, j'avais Victor Sherman et qui, au moment où il frappe, il me caresse l'épaule. Bon, voilà, c'est 5 ans et ça sera pas plus.
My job is to get the best possible result for the client no matter what. And that's what I do, and I think the clients feel that. At the same time, it's very important to have relationship with the other side, the prosecutors and the judges. And I try to do it in such a way that I'm strong in what I believe. I take a position that is in the best interest of the client. I don't bend to what the prosecutor wants, but at the same time, I try to make the prosecutors feel comfortable and that when I tell them something, they can rely upon what I say. So I'm very reliable. At the same time, in court, I don't go about creating falsehoods so the judges don't believe me. I have to have a relationship with the judge that they can rely upon. If I say something like in this instance, Christopher, his background had a lot to do with what he did in this case. Ils ont même pas cherché à essayer de récupérer l'argent? Ah oui, ils ont demandé. Ouais. Il n'y en a pas. Que j'étais en haute sécurité, je suis parti à Lewisburg, j'ai fait Atlanta, Georgia, MDC, Brooklyn, enfin j'ai fait 10 prisons de haute sécurité aux États-Unis. La seule prison où il y avait des Boeing qui atterrissent avec des détenus, et on arrive directement dans la prison. Il y avait tout le monde, il y avait eu Al Capone, Jimmy Hoffa, John Gotti, tous les films qu'on voit, Casino, toute la mafia italienne qui était là, la famille Bonanno, la famille Jojo Rosso, le haut de gamme du grand banditisme et de la mafia new-yorkaise. J'ai côtoyé la mafia italienne, avec qui j'avais de très bons rapports, et du vrai milieu italien new-yorkais. C'est pas une rumeur, mais en aucun cas je me dédie de ces amitiés, c'était des amis. Prison effrayante. On s'y prépare comme on peut, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à ce genre de choses? Et on vit ce milieu carcéral et de haute sécurité avec de jeunes aux pieds, enfin, entravés. On part pour l'enfer. La culture des gangs, la culture de la violence, la culture du mépris de la vie. La prison dans la prison. Déjà, vous êtes un numéro de matricule. Moi, j'étais 92 924 086. Ce qui m'avait sans doute le plus marqué, c'était un jour où quelqu'un attendait son appel, donc l'appel en fait. Et il passe dans le réfectoire et vous savez, il y a les wardens, directeurs, sous-directeurs, sont tous dans la tiers de la cuisine puisqu'on mange par couleur dans la cuisine, par race. Pendant ce repas du midi, on peut demander s'il y a des questions à poser aux wardens, aux sous-directeurs, tu peux les poser, ils sont là. Et ce gars qui attendait son appel va voir le directeur et le directeur pas le temps. Il a sorti une lame de rasoir et il l'a coupé là, la jugulaire, devant tout le monde. Le sang a commencé à pisser et tomber par terre. Qui a sorti la lame à qui? Le détenu. Au directeur? Oui. Donc là, lockdown, tout le monde à terre. On a été 90 jours enfermés sans pouvoir sortir de cellules. Mais c'est le dernier palliatif de l'humain, la violence. Quand il n'y a plus de ressort. Mais dans ce milieu-là, c'est partie intégrante. Vous êtes l'agneau, vous êtes le boucher. En prison, le sentiment n'existe pas. C'est que de l'attente. Cette tension constante, puisqu'elle est déshumanisée de toute chose. Vous repensiez aux grandes soirées que vous avez vécues à ce moment-là? Non, je me suis fait vite à l'idée qu'il fallait... C'était ça ma vie. C'était là où j'étais. Donc je me suis mis dans le bain tout de suite en me disant, bon voilà, ça c'était rien. Si un jour on doit le revivre, ça sera après, mais aujourd'hui c'est là. La question qu'on pourrait se poser, comment une personne dans un délit financier se retrouve en prison de haute sécurité. Je crois qu'ils avaient pensé que je passerais peut-être à la trappe à l'intérieur. Ils ne pensaient pas que la grenouille était résistante. Faut le faire, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens en 48 heures de garde à vous, ils pleurent. C'est un roc. C'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un que vous voyez que plus rien ne peut lui faire peur maintenant aujourd'hui. Et ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse me demander des comptes. S'il y a un regret à avoir, c'est lorsqu'une personne elle est jugée, qu'elle est condamnée, qu'elle a effectué cette peine, qui n'est pas des moindres peines. C'est que malgré après, que tu aies fini ça, on essaye de te remettre une addition derrière. Si la justice passe, elle sert à quoi? Puisqu'on l'applique pour le détenu de l'affaire, et ensuite on lui ordonne une double peine, c'est-à-dire le jugement moral et sociétal, de dire voilà,
Il a fait de la prison, attention. Qu'est-ce qui est le pire finalement? C'est pas une question de pire, c'est pas une question de pire, c'est lamentable. C'est lamentable dans le sens où, alors à quoi sert la justice? À quoi sert d'avoir des peines? On va prendre une personne lambda, on la met dans une petite cellule avec un chiotte en inox pendant 5 ans. Le dû est pas payé, c'est pas assez, Est-ce qu'il pourrait y vivre 1 mois ou 2 mois? On parle d'années. On devrait quand même avoir une certaine retenue de se dire, bon voilà, si une peine est effectuée, voyons les choses autrement. Et ça donne pas envie d'y aller. Et de revenir, surtout. Bien qu'avant non plus, mais bon, là encore moins maintenant. Et j'ai un grand respect pour cet homme, pour mon ami. Mickey, I have to ask you, what do you think about your friend Chris Rockencourt being arrested for impersonating a Rockefeller? Who? He's the kind of guy that, you know, will make the best of any situation. Quand on sort, on est très content déjà. Il faut peut-être avoir connu une fois dans sa vie, parce que quand on sort, c'est vraiment... c'est une euphorie terrible. Les US Marshals me montent en premier dans l'avion et remettent mon passeport au pilote. Et j'attends que l'avion décolle. Pour être sûr que je suis bien dans l'avion et que j'ai bien quitté le territoire américain. Et là, vous quittez le territoire, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? J'ai qu'une hâte, c'est qu'il décolle. Je me dis pourvu qu'il ne vienne pas me rechercher pour autre chose. Donc j'attends. Et là, des choses même aussi simples que « Monsieur, souhaitez-vous une coupe de champagne, s'il vous plaît ?» C'est des choses que vous n'avez plus l'habitude. Oui, puisqu'on vous appelait toujours par un numéro. C'est là que tu te rends compte à quel point, même ces sommes qui peuvent paraître colossales, c'est rien à côté de cette liberté. Vous avez perdu tous les repères, cette reconstruction qui fait au quotidien, mais avec toujours ce poids de la prison derrière toi. En fait, elle te laisse pas tout de suite. Vous avez du mal à dormir, non? Extrêmement. Je suis toujours en cellule. J'aime pas le monde. J'ai envie d'être seul tout le temps. J'ai pas envie de voir les gens. J'ai pas envie de parler aux gens. C'est pour ça que dès que vous arrivez, vous allez tout de suite à Honfleur, c'est ça? Je vais à Honfleur et je cherche mon père et c'est mon oncle qui m'annoncera que mon père était mort. Et comment il vous apprend ça? Il me l'apprend de la façon la plus simple, comme je viens de vous le dire. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, les regrets de ne pas avoir été là où j'aurais pu... Les aléas de la vie qui font que des chemins ne se croisent plus. Il vous a dit de quoi il était mort? Il est mort du froid, dans le froid, sur un banc devant la basilique de Lisieux. Mon père adorait Sainte-Thérèse de Lisieux, comme moi d'ailleurs. Ce qui est frappant, c'est que lorsque j'étais jeune, et qu'il était dans une 403 noire, il m'avait dit « c'est là où je finirai ma vie ». Vous voyez, il y a des dessins comme ça qui sont notés et marqués. Je pense qu'il est affecté du destin assez tragique de son père et de sa mère, et je pense qu'il a voulu à toute force échapper à ce destin, et je crois pouvoir dire, même s'il n'y a pas de considération morale dans mon propos, qu'il y a plutôt réussi. À quoi tu penses quand tu es là? Rendez-vous loupé. Il y a tellement de choses à se dire qu'on n'a pas pu se dire. Ce qui est drôle, c'est de voir son nom sur une pierre tombale en sachant qu'un jour, ce sera mieux. J'ai toujours aimé mon père, avec ses défauts, ses imperfections. Il a essayé. Tu viens souvent ici? Dès que je rentre, je viens me voir. Pourquoi c'est important pour toi de revenir ici? Mais moi, j'ai donné la vie. C'est vrai que la fin n'est pas forcément top. J'aurais aimé mieux qu'il vive mieux. T'aurais aimé lui offrir une meilleure vie? J'aurais aimé, oui, voilà. Ça s'est pas joué à grand-chose. Lorsque j'écris ce premier bouquin, puisque j'étais au Canada, déjà je suis étonné qu'on me demande d'écrire un livre. De deux, je me dis j'ai rien à foutre, je peux essayer. Et je me dis qui va s'intéresser à ça? Et effectivement, il a été best-seller. Mais quand on me l'a dit, j'ai été surpris moi-même, j'étais étonné.
Mais le public, il me le rend bien. Ils se disent, ah, c'est un de chez nous, c'est bien que ça soit, cette fois-ci, que ça soit pas dans le rail de fils d'eux, il vient de là. Et donc il y a une part d'eux qui est avec moi. Vous savez, c'est comme lorsque je fais les marches avec Naomi Campbell. Je crois que c'est une part je sais pas si vous aviez vu quand je vais chez Denisot, il y a cette foule où d'ailleurs je suis un peu agoraphobe sur l'histoire, ça commence à me... Mais le public, il me le rend bien, pourquoi? Parce qu'il se dit, voilà. Où sont passés les 52 kilos de cocaïne dérobés dans la salle des scellés de la brigade des stupes cet été? Une drogue toujours introuvable aujourd'hui malgré le travail des enquêteurs de l'IGPN. Le principal suspect, Jonathan, un brigadier de 33 ans, se mure toujours dans le silence, placé à l'isolement à Fleury-Mérogis. Ce qu'on a appelé l'affaire du 36 est une affaire, en réalité, dans l'affaire où Christophe Rocancourt, qui était incarcéré à cette époque, à côté d'un autre personnage, qui était un policier, qui était accusé d'avoir détourné un certain nombre de kilos de cocaïne de la PJ de Paris. Je l'ai fait relâcher en 24 heures. C'est vous dire qu'il y avait peu de choses dans ce dossier. Mettre un escroc et un policier à proximité n'était peut-être pas l'idée la plus lumineuse qu'ait eue l'administration pénitentiaire. La réalité, c'est que dans cette affaire, c'était pas lui l'escroc. Et effectivement, le policier n'était pas totalement policier. C'est des choix de vie, mais des choix de vie qui sont, en vieillissant, qui me pose sans doute beaucoup plus de problèmes que dans ma jeunesse. J'en ai parlé avec Buren Eva, ma fille, et un jour j'étais en voiture avec elle, je lui ai dit, écoute, tu aurais peut-être voulu un autre père que moi, j'étais sans doute pas le père idéal. Elle m'a dit, non, j'aime le père que tu es, j'aurais pas voulu autre chose. Ce qui m'a fait beaucoup de bien. Un excellent père, très impliqué, qui ne rigole pas avec l'éducation que lui n'a pas reçue. Avoir des enfants et qui fonctionnent d'une façon sociale, qui n'est pas des handicaps que j'ai eus. D'ailleurs, la première fois que vous acceptez de donner une interview, oui, effectivement. Pourquoi est-ce que justement vous acceptez aujourd'hui? Je pense qu'en fait, j'avais envie de pouvoir toucher un mot par rapport à mon expérience de vie vis-à-vis de mon père. Et qu'il était temps un peu de pouvoir m'exprimer et d'avoir ce souvenir aussi à ses côtés. J'étais sous le choc parce que du coup, vu qu'il m'a épargné tout ça, je n'avais pas la moindre idée de qui c'était. Quand on me disait « ton père c'est Christophe Rocancourt », je disais « bah oui ». Et donc, je ne savais pas qui c'était. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'enfance qu'a connue votre père? Bah, de ce que je sais, moi, parce que bon... de ce que vous savez, vous ne savez pas? Non, mon père, il m'a toujours épargné de sa vie, en fait, de son enfance. C'est des sujets assez sensibles. Vu que lui, il n'a pas connu les études, il n'a pas grandi là-dedans. Il a fait en sorte que moi, j'ai toutes les opportunités possibles pour réussir. Je dirais que franchement, là-dessus, il est hyper protecteur, hyper droit. Il tolère pas, en fait... que je fasse n'importe quoi. Je sais que votre père s'inquiète beaucoup quand vous avez une mauvaise note. Ouais, il s'inquiète, mais si je poursuis mes études, il n'y aura aucun souci, mais s'il y en a... Il veut que vous fassiez des études? Il veut. Pour rien au monde, je changerai mon père. Je l'aime du plus profond de mon cœur et son histoire ne définira jamais l'amour que je lui porte, ni ma vision de lui. Une chose que je vais dire, c'est bien celle-là. Ok. Merveilleux. Un soir, votre père m'a dit, la chose qu'il a le mieux réussi dans sa vie, c'est vous, ses enfants. D'accord, alors je n'avais pas la moindre idée de ça. Ça me touche énormément. Et je pense que c'est peut-être la plus grande réussite de Christophe Rocancourt et son retour aux sources, à la nature et à la Normandie de son enfance, qui semble au cœur de ses préoccupations. Dieu fait partie de ce que je suis, avec mes turpitudes, mes désaccords et tout ce que je peux être. Puisque moi, j'étais l'antipode du bien. Tu te sens très normand, hein? Je suis un Nord depuis tout temps. Je suis fier d'être normand. J'aime la Normandie plus que tout, puisque ma dernière demeure sera en Normandie. J'ai appris que tu as même réservé ta place au cimetière en Normandie, c'est vrai? C'est vrai, ouais. Le caveau est fait. On est prévoyant. Le plus tard possible, en tout cas, j'espère. En tout cas, ils n'auront pas à régler ça. On règle les choses avant.
Parce qu'on ne peut pas conseiller. Je ne suis pas un modèle. Il n'y a pas de fierté à avoir dans ce parcours. Moi, j'ai pas de... Je l'ai choisi, je l'ai vécu, j'en ai payé le prix, mais en aucun cas je peux recommander à notre jeunesse ou aux gens. Hein. Premièrement, je leur dis de prendre le mur parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se prendrait. C'est pas la même époque, c'est pas la même épopée. Et de deux, le prix est pas pour tout le monde. Alors, je vais te faire voir un truc qui va t'intéresser. Ouais. Sa vie dévouée à Dieu. Elle écrivait aux prisonniers, Sainte Thérèse. Elle avait une communication avec les prisonniers. Et mon père adorait Sainte Thérèse. Et mon père est enterré à côté de la basilique de Lisieux. Tu es très ému quand tu parles d'elle. Je suis ému parce que c'est toute mon enfance, c'est tout ce que... C'est l'essence de ce que je suis. C'est mon parcours de vie de petit garçon à un homme aujourd'hui. Donc elle m'a accompagné dans tout. Il n'y a pas un jour où je passe que je pense pas à Dieu. Ça n'existe pas. Il a souvent été accusé à tort d'infraction et blanchi par la justice, ce que peu de gens savent. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre père que vous ne lui avez peut-être jamais dit? Et vous savez quoi? Il vous regarde juste là. Je pense que ce que je pourrais, en tout cas, lui dire, c'est à quel point je t'aime. Je suis extrêmement fière de toi. Je pense que il faudra jamais que tu doutes de l'amour que je te porte par rapport à tout ce que tu as pu faire. En tout cas, je suis fière d'être ta fille. Je suis fière de porter ton nom. Et voilà, je pense fort à toi. Et puis c'est tout, voilà. Ça sort de ma zone de confort en fait, parce que j'ai pas l'habitude d'être ouverte. Enfin, je suis pas quelqu'un qui parle de ses sentiments. Et lui aussi, on a une sorte de pudeur. Il faudra jamais que tu doutes de l'amour que je te porte par rapport à tout ce que tu as pu faire. En tout cas, je suis fière d'être ta fille, je suis fière de porter ton nom. Ça touche? Bien évidemment. Ah. Elle a dit vraiment avec tout son cœur. Non, c'est bien. T'es fier de toi? Enfin, je suis fier d'elle. Oh. Avec Christophe Rocancourt, on le défend, mais on s'amuse. Est-ce que vous pensez qu'une histoire à la Rocancourt soit encore possible, ou il puisse y avoir un Rocancourt numéro 2 un jour? Alors, il n'y aura jamais de Rocancourt numéro 2. Il y a qu'un Rocancourt et pour son bonheur, il restera le seul. Tu pourrais pas le refaire aujourd'hui dans les conditions. C'est pour ça que l'histoire reste mythique. Ça peut pas être refait. On a fermé la porte. Triple tour. Non mais c'était drôle. And I think Christopher could probably pull off today what he did then, even if everybody knew about his background. People want to believe stories, and if you paint a great story, you can get away with it. And that's what keeps me in business. Go ahead, Victor, I apologize. Well, I was saying, and that's what keeps me in business. I love that. Thank you, Victor. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je suis tranquille. Je regarde plus derrière. Je suis peinard. Donc je vis mes meilleurs moments de vie aujourd'hui sans doute. Mais c'est sur le temps qu'on se rend compte qu'en fait, cette souffrance a été une certaine richesse. Mais elle met du temps à se digérer. Elle se digère pas facilement. Christophe Rocancourt, s'il avait eu mon enfance, serait peut-être à ma place aujourd'hui. Si j'avais eu la sienne, je serais peut-être à sa place aujourd'hui. Je pense que pour lui, c'est un peu une revanche sur la vie. Qu'est-ce que tu penses que Dieu pourrait dire de toi ou pense de toi? Tu as été un mauvais garçon, je te pardonne. Sur ce canapé, si on pouvait faire revenir votre père, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, Christophe? T'as vu, on s'en est pas mal sorti. Je viens avec mon fils ici. Qu'est-ce que tu dis à ton fils quand tu es dans une église? Qu'est-ce que tu essayes de lui enseigner? Je lui raconte que j'étais petit, j'étais là.
Aujourd'hui, lui, il est là, et qu'un jour, quand on serait plus là, il reviendra avec ses enfants. En fait, pour tout vous dire, mon fils est le patron. Moi, je suis que l'employé. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi quand tu seras plus là? Il était libre.